Bienvenue au cinéma du Grutli. Bienvenue à notre second week-end consacré à notre grand cycle sur le cinéma français sous l'occupation. Et donc aujourd'hui, nous, après Tavernier, après Francis Gendron, nous avons l'immense plaisir de recevoir Geneviève Sellier, professeure émérite à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et je signale aussi qu'elle anime en blog sur le genre au cinéma. Non, le genre et l'écran. Alors elle va nous introduire. Un site de critique féministe du cinéma et de la télévision qui s'appelle Le genre et l'écran. Alors si vous voulez venir par ici. Oui, en fait je restais là parce que comme je suis petite, je peur qu'on ne me voit pas. Ah non, tout le monde voit. Tout le monde. Oui, donc là vous allez voir Lumière d'été de Jean Grémillon de 1942-43, donc tourné pendant l'occupation. Alors c'est un film qui succède à une période plutôt faste dans la carrière de Grémillon, qui a eu beaucoup de périodes problématiques, disons creuses, enfin de difficultés. Il a tourné avant-guerre, il a commencé à tourner à l'époque du muet. Il a eu des difficultés à faire reconnaître son talent avec le parlant, parce qu'il était un peu trop original. Il a dû faire un détour par l'Espagne et par l'Allemagne pour pouvoir recommencer à tourner. Mais à la fin de la décennie, il fait successivement 3 films qui ont du succès et qui sont remarquables. Gueule d'amour avec Gabin et Mireille Balin, L'étrange Monsieur Victor avec Rému, Viviane Romance, Pierre Blanchard et Madeleine Renaud, Remorque avec Gabin, Michel Morgan, Madeleine Renaud. Et Remorque, en fait, il l'achève. C'était un film dans lequel il y avait des scènes de tempête en pleine mer et qu'il sera obligé de tourner en studio avec des trucages plus ou moins réussis, parce qu'entre-temps, il y a eu la guerre, la débâcle, l'occupation, et qu'en fait, il va être obligé de tourner les dernières séquences nécessaires à la sortie du film sous l'occupation. Donc le film sort en 1941, Remorque, et aura rapidement des problèmes parce que Gabin va s'engager dans les forces françaises libres. À ce moment-là, le film sera interdit. Tous les films de Gabin seront interdits à partir de 1942. Mais il va donc s'atteler à, malgré toutes les difficultés que connaît le cinéma avec l'occupation de l'armée allemande, il va en zone non occupée. Pas de zone libre, ça serait tout à fait excessif, mais zone non occupée directement par l'armée allemande jusqu'en novembre 1942, comme vous savez. Et donc à Nice, au studio de la Victorine, il tourne ce film qui est quand même malgré tout né sous une bonne étoile, parce que le scénario est de Pierre Laroche, qui est un des grands scénaristes de la période. Les dialogues sont de Jacques Prévert, qu'on n'a pas besoin de présenter. Malheureusement, le film était prévu pour le couple de stars du film précédent, c'est-à-dire Gabin et Morgan. Et Gabin et Morgan, entre-temps, sont partis aux États-Unis. Et donc, il doit trouver des jeunes acteurs moins connus pour remplacer au pied levé ce scénario qui avait été écrit pour Gabin et Morgan. Donc ça change un peu l'équilibre du film entre le couple de stars qui n'est plus un couple de stars, qui est un couple de jeunes acteurs, Madeleine Robinson et Georges Marchal, qui sont vraiment au tout début de leur carrière. Et du coup, ça donne de l'importance aux rôles secondaires tenus par des acteurs comment dirais-je, expérimentés. Paul Bernard, Madeleine Renaud, et Pierre Brasseur. Et je dirais que ce qui est évidemment, on peut rêver de ce qu'aurait été Lumière d'été avec Gabin et Morgan, mais
ce qu'est Lumière d'été, avec cette palette de grands acteurs, est tout à fait passionnant, y compris justement parce que, du coup, ça devient une sorte de film choral qui tourne autour de la problématique du couple et qui est une sorte de réflexion sur la fragilité du couple. Assez moderne, enfin, pour l'époque, me semble-t-il. L'autre aspect très intéressant de ce film, et qui est assez risqué pour la période, mais Jean Grémillon était assez nettement, dès le départ, dans une posture de résistance, pas le fusil à la main, évidemment, mais de résistance morale, hein, un peu comme Carnet. C'est un des rares films de cette période qui met en scène des ouvriers. Parce que parmi les choses interdites par la censure vichiste, surtout, plus encore que par la censure allemande, elle était, je dirais, assez basique, c'est-à-dire il ne fallait pas parler ni de l'occupation, ni des pays ennemis, ni en mauvaise part des pays amis, enfin amis de l'Allemagne, entendons-nous. Donc, si on ne parlait de rien de ce qui était la situation politique et militaire du moment, on pouvait faire à peu près n'importe quoi pour les Allemands. Hein. En revanche, pour Vichy, et comme le film est tourné en zone sud, il dépend de la censure vichiste, il y avait un tabou, c'était un tabou concernant les rapports de classe. Vous connaissez la formule travail, famille, patrie. Hein. Les syndicats sont interdits, tout ce qui est de l'ordre de la valorisation de la classe ouvrière est exclu. Or, vous verrez, c'est bien ce qui se passe dans Lumière d'été. Lumière d'été est une sorte d'hymne à la beauté du travail ouvrier. D'ailleurs, Grémillon a eu quelques mailles à partir avec la censure, qui l'a obligé à faire le plan final que vous verrez, pour donner une allure un peu plus rose bonbon, on va dire, à son film, qui est quand même globalement assez noir. Mais ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'on a une sorte de paysage social, avec d'un côté, on pourrait dire, des rentiers oisifs, que le film regarde de façon très critique, et de l'autre côté, des gens qui travaillent, et en particulier qui travaillent à un chantier de barrage. Et ces personnages-là sont valorisés par le film. Et donc, c'est sans doute un des seuls films de la période où il y a cette valorisation, disons, de la classe ouvrière, même si ce n'est pas dit comme ça, et cette dévalorisation d'une figure d'aristocrate, parce que pour Pétain, la figure idéale, c'est l'aristocrate terrien, hein, celui qui incarne les valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie, enfin travail pour les autres, évidemment. Vous verrez que le personnage de Châtelain, qui est incarné par Paul Bernard dans ce film, en prend pour son grade. Alors, la dernière chose intéressante sur laquelle j'attire votre attention, c'est les personnages féminins. Il y a une grande variété de personnages masculins, du plus négatif au plus positif. Et puis il y a des figures ambivalentes, comme celle incarnée par Pierre Brasseur. Mais ce qui est intéressant, c'est les deux personnages féminins, parce que, dont Madeleine Renaud, donc, qui est présente dans ce film, qui était l'actrice fétiche de Grémillon, sans doute parce qu'elle avait un jeu tout en finesse qui ne passait pas par le glamour, hein, des stars cinématographiques féminines ordinaires, je dirais. Hein. Elle était dans une posture beaucoup plus subtile et physiquement, et elle avait un physique ordinaire qui ne faisait pas écran pour les spectatrices ordinaires qui étaient susceptibles de s'identifier éventuellement à elle. Alors, elle a joué dans 4 films de Grémillon. Dans ce film-là, elle a un rôle apparemment pas très positif, sauf que ce qui est très frappant, c'est l'empathie que Grémillon arrive à manifester à son égard, c'est-à-dire que ce que nous raconte le film, c'est comment une femme qui paraissait appartenir plutôt aux classes favorisées
parce qu'elle est une femme, elle se retrouve en position dominée, ce qui va engendrer des comportements négatifs, mais que le film explique en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, mis à part l'aristocrate, il n'y a pas de personnage diabolisé. Hein. Et le fait qu'il ait choisi de ne diaboliser que le personnage d'aristocrate est vis-à-vis de Vichy une provocation sympathique. Voilà, bonne projection. Voilà, et je voulais encore... merci Geneviève Séguin. Ah oui, alors j'ai apporté quelques-uns de mes livres, dont Le Grémillon et puis un ouvrage plus général que j'ai écrit avec Noël Birch sur les années 30, 40, 50, donc y compris l'occupation. Et je ferai une petite signature après la séance si vous le souhaitez. Voilà, et encore une chose, la copie, c'est une copie 35 mm qui nous vient de l'Institut français via l'ambassade de France. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette séance était gratuite. Voilà, alors bonne projection, à tout à l'heure.